Moi, je n'en croyais pas mes yeux, Karima, quand j'ai lu ça. La moitié, près de la moitié, nearly half, c'est dit dans le Wall Street Journal, des adultes américains de moins de 30 ans, en raison du coût des logements, habitent encore chez un de leurs parents ou chez leurs parents. Wow! Ouais, on parle pas de 25 on parle de la moitié. Là. Ça veut dire que tu te promènes dans un festival, puis tu as des moins de 30 ans, tu as la moitié d'entre eux qui habitent chez leurs parents. Moi, je t'avoue que je suis tenté. Richard Martineau puis moi, on en a parlé 25 fois de cette affaire-là. Oui, on peut comprendre. Moi, je ne nie pas la crise du logement. Je ne nie pas le fait que c'est difficile, plus difficile que ça ne l'était dans les années 80, 90, début 2000, de s'en aller en appartement. Mais je pense qu'un jeune, c'est fait pour s'émanciper, puis c'est fait pour s'envoler, puis c'est fait pour même choisir un peu, des fois, parfois, la difficulté. Quand je vois des statistiques de même, je dirais que je suis comme porté à porter un jugement. On dirait que je suis tenté, en tout cas, à le faire. Je suis tenté. T'es pas tenté, là. T'es pas mal rendu là. J'ai mis mes petits gants blancs puis tout, là. Mais tu sais, je m'en vais là. Je m'en vais là. Oui. Mais non, mais je suis d'accord. Il y avait comme cet idéal d'émancipation, puis de partir. Puis les étapes aussi, l'autonomisation. Tu sais, de dire, bon, ben finalement, peut-être tu vas en résidence étudiante. Ensuite, peut-être que tu déménages en colocation. Là, tu apprends à gérer tes finances. Ensuite, ton premier appartement. Mais en même temps, moi, je comprends ce phénomène-là. Tu sais, rappelle-toi juste, il y a peut-être 15 ans de ça. T'sais, on ne remonte pas si loin que ça, ou une dizaine d'années. Tu pouvais avoir ton premier appartement, ton petit 3,5, vivre seul, puis être capable de payer ton appartement. C'était encore accessible. Aujourd'hui, le même appartement qui a peut-être doublé, c'est pas la même réalité. Tu sais, j'en vois des jeunes, sont combien là, comme colocataires, c'est compliqué. Juste, tu sais, on parle d'accéder à la propriété, mais même pas juste à la propriété, juste de dire, hey, je suis assez solide pour payer mon logement. Oui, ça fait une différence, Rémi. Puis, tu sais, de commencer ta vie puis de dire, je suis complètement endetté, t'endetter en plus pour payer ton loyer, t'endetter pour étudier, ça, tu finis plus. Tu sais, tu finis plus de finir de t'endetter. Donc, je peux comprendre ça. Et n'oublie pas aussi, il y a un aspect culturel. Tu sais, je suis tombée sur des chiffres, ça datait de 2023, des chiffres Eurostat, tout ça. Le Pew Research Center aussi et des chiffres du gouvernement du Canada. On disait, par exemple, la proportion des adultes 18-34 ans qui habitent dans la maison de leurs parents. Croatie, c'était 76 %. En Italie, 70 %. Espagne, 64 %. La France, 43 %. Canada, 35 %. Bon, ces chiffres tu sais, ça date un petit peu, mais ça donne quand même une idée qu'il y a un aspect aussi culturel que finalement, tu vas peut-être avoir une relation, te marier, peu importe, puis là, tu vas déménager, tu sais. Oui, mais peut-être alors qu'il faut changer le modèle qu'on tente d'imiter et d'atteindre. C'est-à-dire, si toi, toute ta vie, tu t'es dit, quand je vais partir, ça va être dans mon propre appartement, bien, c'est pas une bonne raison de rester chez tes parents que de constater que tu ne pourras pas d'abord aller en appartement tout seul. Il faut peut-être alors accepter d'aller vivre en coloc, aller vivre à 5-6 dans une maison. Écoute, en fin de semaine, j'écoutais Serge Reggiani. Je faisais de la route. Et dans l'une de ses plus belles chansons, Votre fille a 20 ans, c'est donc quelqu'un qui parle à une mère d'une fille de 20 ans, puis il lui dit à quel point sa fille est belle et à quel point, pour la mère, c'est émouvant de voir sa fille avoir 20 ans et se marier. Il raconte, Serge Reggiani, au sujet de ce jeune couple-là, ils se font un jardin de coin de mauvaises herbes, nouant la fleur de l'âge en un bouquet superbe. Quand tu as 20 ans, c'est peut-être pas effectivement le moment d'habiter dans le beau, gros condo du centre-ville. Ça, c'est plus tard. Faut accepter. Si tu as vraiment envie d'être jeune et de t'émanciper, tu dois peut-être, normalement, si tu es normalement constitué, accepter que ce sera brouillon, accepter que ce sera un coin de mauvaises herbes et tu vas en faire un bouquet superbe. Oui, mais peut-être aussi que c'est pas trop invitant. Tu parlais d'être à 5-6 colocs, puis les odeurs, puis partager la douche, la salle de bain, les affaires. Il y a du monde qui se disent, c'est quoi, je suis bien là dans le... Tu sais, mes parents ont eu accès à la propriété de façon beaucoup plus facile, finalement. Ils ont leur bungalow, ils ont leur sous-sol. Tu sais, il y en a aussi, il faut se le dire, là. Sont bien, là. Tu sais, t'es dans le sous-sol de chez tes parents, t'as peut-être dans la cour, t'as peut-être une piscine si t'es chanceux, t'as accès, tu sais, t'as pas vraiment le goût de partir, là. Tu peux économiser un petit peu. Mais... Là, t'as peut-être pas le goût d'aller avec Pierre, Paul, machin, puis de partager un espèce d'appartement qui est dégueulasse puis qui va te coûter 2000 $ par mois, tu sais. Il y a comme, c'est pas invitant. C'est pas comme ton premier appartement, yes, j'y vais. Je n'ai jamais dit que c'était invitant, effectivement. Et l'autre affaire aussi,
Est-ce que ça se peut que la honte n'est plus la même? C'est-à-dire que je me rappelle, on parlait du phénomène des Tanguy. Il y avait même eu un film français qui s'appelait Tanguy. Les parents étaient pas heureux, là. Le gars revenait vivre à la maison chez lui. Puis là, on appelait ça le phénomène des Tanguy. C'est ceux qui restaient très longtemps. Puis là, les parents, ils ont tué hâte que leur rejeton s'en aille. Peut-être que c'est ça. Il y avait comme une espèce de honte de rester chez tes parents longtemps, alors qu'aujourd'hui, non. Il y a comme moins de gêne, comme si le contexte économique fait que tu n'as pas honte de prendre ton émancipation plus tard. Oui, bien, il y a peut-être des petits coups de pied dans le cul qui se sont perdus. Il y a des parents qui devraient peut-être dire « Va-t'en, tu me dégages ». François Fournier est avec nous. Salut François. Salut Rémi, salut Karima. Salut. Où est-ce que tu te positionnes, toi, là-dedans? Donc, on répète, près de la moitié des jeunes Américains de 30 ans et moins habitent encore chez au moins un de leurs deux parents. Vas-y. Ben, je pense que notre conversation, parce que je suis quand même assez d'accord avec plusieurs points que vous avez soulevés, témoigne un peu, j'allais dire de notre âge, là, sans dire qu'on a tous le même âge actuellement, mais de notre génération, je pourrais dire ça, parce que nous, on a été élevés dans un contexte où il y avait une honte sociale reliée non seulement au départ de chez les parents, mais surtout au retour chez les parents. Pensez à ça quand vous aviez un ami, par exemple, qui vous arrivait à 28 ans, je sais pas, puis il disait « Écoute, Rémi, Karima, ouais, tu sais, pas trop, j'ai un peu honte de le dire, là, mais je vais retourner chez mes parents. » Tu sais, c'était super échec, mal ouais. vu. C'est vu comme un échec. En gros, c'était souvent l'histoire de quelqu'un qui a tenté une expérience aux études ailleurs, ça n'a pas fonctionné, ou il était en colocation avec une copine ou un conjoint, ça n'a pas fonctionné non plus. On retourne chez papa, maman, et là, tu sais, ça vient avec tous les clichés. Bon, il s'ennuyait de sa mère qui faisait son lavage, lui faisait des petits plats, tout ça. Ce qu'on apprend dans le Wall Street Journal, c'est que cette configuration-là, elle n'existe pas pour les plus jeunes à qui on a expliqué qu'en gros, le début de la vie adulte, c'était pas le départ à l'aventure avec les risques que ça implique, la colocation, tout ce que Rémi disait, mais ce qui était important, c'était l'avenir, préparer sa sécurité financière. Et c'est ce qui est raconté un peu dans l'article, c'est qu'on dit que pour plusieurs jeunes de 22, 21, 23 ans, eux, dans leur tête, ils réfléchissent pas en termes de j'ai hâte de prendre mon émancipation puis d'avoir ma liberté, mon appartement, je vais manger à l'heure que je veux, je vais faire ce que je veux. Non, eux, ils se disent j'ai le goût de ramasser 100 000 de mise de fonds, donc quand je vis chez papa-maman, c'est facile d'accumuler de l'argent. Je mets même de l'argent déjà dans des REER ou ce genre dans mon CELI ou peu importe. Et ça, c'est le genre de conversation que, je sais pas pour vous, mais moi, dans mon entourage, quand j'avais cet âge-là, c'était complètement inexistant. Ah oui, avant l'âge de 30 ans, les jeunes d'il n'y a pas si longtemps ne pensaient absolument pas à ça. C'était comme, en fait, tu te dépêchais de partir en appartement pour vivre ta vie, puis c'était comme, si je peux être débarrassé, en bon québécois, on se disant jeune, quand je vais être débarrassé des deux vieux, là, je vais enfin pouvoir vivre ma vie. C'est vrai pareil, pensez-y. Mais t'as tellement raison, mais j'allais dire, c'est peut-être une question de valeur. Le contexte est plus incertain. C'est sûr que le prix, l'accès à la propriété est beaucoup plus difficile aujourd'hui, mais j'ai l'impression que des valeurs, c'était je vais partir en pack-sac, faire un voyage, je vais aller en Europe, je vais découvrir le monde, je vais aller dans l'Ouest canadien, planter des arbres. Moi, j'entendais ça, en tout cas. Je suis pas si vieille que ça non plus, là, mais je veux dire, c'est quelque chose que j'entendais et il y avait cette hâte-là. Et d'ailleurs, regarde, je vais te faire réagir, François. Il y a oui, c'est ça. Il y a une auditrice qui nous dit, en 2005, quand j'étais étudiante, mon loyer en colocation au Plateau Montréal était 350 $. Maintenant, à Hochelaga Maisonneuve, c'est 1200, 1400. Il n'y a aucun moyen que j'aurais été capable d'aller à l'université avec les prix des loyers aujourd'hui. Tu sais, il y a quand même cette idée-là là, du prix. Et même chose, certains disent, il y a 16 ans, je suis partie de chez mes parents à 24 ans. Avec, ça, je sais plus. Ça arrive, ça. Enfin, donc, respectueusement, là, je veux dire, j'entends tout ce que les auditeurs écrivent, mais j'ai l'impression quand même, respectueusement, là, que quand tu veux être libre, tu t'arranges pour l'être. C'est-à-dire que c'est pas une question d'argent qui t'arrête parce que tu acceptes de vivre à plusieurs dans un appartement. Le 350 le 350 premièrement, il faut pas non plus imaginer qu'il n'y a pas eu d'inflation puis tout entre les deux. Le 350 ça vaudrait pas 350 aujourd'hui, là. Mais peut-être que pour 350 aujourd'hui, tu peux habiter avec 4 personnes dans un appartement. Vous vous pilez ses pieds, mais vous êtes libre. Vous n'êtes plus à la maison. Moi, je l'ai fait personnellement. À partir de chez mes parents, j'avais 18 ans à peu près. Bon, fin de cégep, 18. J'allais avoir 19 ans. Puis on a resté dans un 5,5, là. 3 gars. Il y en a un qui avait une blonde au travers. C'était le chaos, là. C'était le chaos, mais on était comme heureux de ça. Parce que enfin, j'étais libre de faire ce que je voulais, si on veut. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a
une transformation culturelle, il y a un changement de normes par rapport à ça, parce qu'il y a plus, tu sais, ce que tu disais tantôt, Karima, par rapport au fameux Tanguy, là, si vous allez voir à peu près n'importe quel numéro d'humoriste de ces années-là, on faisait référence à ça constamment, là. Ouais, hein, on a hâte que le jeune parte de la maison. Tu sais, il y avait des blagues là-dessus parce que c'était le contexte social de l'époque était vraiment à ça, là. En gros, c'est comment je fais pour me débarrasser d'un ado qui colle puis qui est ado encore à 30 ans à la maison, là. C'était vraiment des sujets qu'on avait. Puis l'autre point que je voudrais amener, qui est pas soulevé dans l'article, mais moi, ça m'a sauté aux yeux, c'est que vous avez discuté la semaine dernière avec notre ami Étienne-Alexandre Beauregard pour parler de la natalité, là. Moi, il me paraît évident que si à 30 ans, je vivais encore chez mes parents, j'aurais pas eu d'enfants dans leur sous-sol, là. Donc, ça aussi, il y a un impact social relié à ça. C'est que s'il y a la moitié des Américains de moins de 30 ans, puis je pense que les chiffres canadiens doivent se ressembler un peu, s'il y a la moitié de ces gens-là qui vivent chez leurs parents, dans quel monde pense-t-on qu'ils vont pouvoir fonder une famille? Donc, c'est clair que l'âge à laquelle les gens ont leurs enfants ne peut que reculer, là. C'est pour ça que, tu sais, des fois, on dit, les gens, ils ont des enfants maintenant, des fois passés 40 ans, même, puis dans la quarantaine avancée. Ben, si ça leur prend jusqu'à 35 ans avant d'avoir leur propre chez soi, ça me paraît assez normal, là. Mm-hmm. Non, complètement. Et on va revenir sur le 250e anniversaire des États-Unis, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Surtout, ce qui a fait réagir, c'est le discours de Donald Trump au courant de ces festivités-là, cette idée du péril communiste. Toi, tu voulais revenir sur ce discours-là et ce qui a été dit aussi entourant la déclaration de Donald Trump. Ben oui, parce que je trouve qu'il y a une espèce de double standard par rapport à ces épithètes-là. Donc oui, c'est vrai que les États-Unis ont une longue tradition de ce qu'on appelait le macartisme, là, avec le fameux sénateur Joseph McCarthy qui chassait les communistes dans les décennies passées. Donc il y a une forme d'enflure verbale reliée à ça, c'est clair. Sauf que moi, je trouve qu'on vit dans un contexte aujourd'hui où, par exemple, on voit des fascistes partout, là. Des fois, tu lis certaines personnes, tu as l'impression qu'on est à l'aube du Troisième Reich à tous les jours, là. Et là, on se dit, bon, ça me paraît un peu exagéré. Par contre, quand il est temps de nommer les gens d'extrême gauche par les sobriquets qui sont peut-être les bons, socialistes, communistes, utilisez celui qui vous tente, là, on a une armée d'experts pour nous expliquer que non, faut pas confondre, ce ne sont pas des socialistes, ce ne sont pas des communistes. Et ce réflexe-là, on l'a jamais lorsqu'il est question de l'autre côté du spectre politique. Puis moi, je regarde une certaine génération de nouveaux démocrates aux États-Unis, là, que ce soit les Zoran Mamdani, Alexandria Ocasio-Cortez, Gavin Newsom et plusieurs autres, là, ils sont pas juste au centre-gauche, là. Ils sont très, très à gauche, là. Je rappellerai qu'on en a parlé il y a quelques semaines, là. Bernie Sanders a déposé un plan qui se veut un plan pour inspirer les démocrates en vue de la prochaine élection, dans lequel on disait qu'on allait saisir la moitié des actions des compagnies d'intelligence artificielle en retour de rien. Donc ça, si c'est pas une forme de socialisme au moins, je sais pas ce que c'est, là. Donc oui, Donald Trump exagère. Oui, il va mettre des épithètes à des gens qui peut-être le méritent pas, là. Mais je suis désolé, là, il y a quand même aux États-Unis une gauche qui s'est radicalisée. Et c'est tellement vrai, cet aspect-là, que le Parti démocrate lui-même a commandé un rapport en vue des prochaines élections qui s'appelle Decide to Win, donc décider de gagner, dans lequel ils ont mandaté des firmes pour leur expliquer en gros pourquoi on perd les élections, qu'est-ce qu'on devrait faire. Et dans ce document-là, la firme qui a réalisé l'enquête leur a dit ouais, vous devriez être un petit peu plus proche du centre parce que les thématiques de gauche radicale que vous mettez de l'avant, en réalité, elles ne rejoignent pas les Américains. Donc, c'est vrai de dire qu'il y a une radicalisation de la gauche aux États-Unis. Oui. Puis, mais là, c'est à ça de demander, c'est qui va réussir à se tailler une place pour être le candidat des démocrates? Parce qu'Ocasio-Cortez, tu en as parlé, ça, c'est une jeune femme, plus si jeune que ça, là, mais je veux dire, elle a commencé très, très jeune. Quelque chose comme ça. Ouais, bon, elle est très jeune. Elle était à Brooklyn, je pense. Elle vient de Brooklyn. Elle est parcours incroyable. Elle est très, très, très à gauche, là. Gavin Newsom, si à gauche que ça, selon toi? Ben, maintenant, il s'est un peu modéré parce qu'il a des prétentions à être pas potentiellement le candidat sur le ticket démocrate, mais avant cette tentative-là de se remettre un petit peu plus au centre, il défendait des politiques un peu comme Kamala Harris, en fait. Kamala Harris, lorsqu'elle était procureure générale de la Californie ou lorsqu'elle était avant d'être colistière de Joe Biden, elle était l'une des politiciennes les plus à gauche dans le politique, dans le portrait politique américain, mais elle a dû se recentrer. Pourquoi? Parce que l'essentiel des électeurs
tourne entre le centre-gauche et le centre-droit. Donc, si tu es trop d'un côté ou de l'autre, ça va être très difficile de rassembler une majorité. Mais c'est intéressant parce qu'il y a effectivement cette bataille, si on peut dire, même au sein du camp démocrate, de savoir est-ce qu'on va aller vers l'aile qui est la plus gauche radicale un peu plus ou l'aile plus modérée. Mais tu ne penses pas qu'avec l'élection de Mamdani du côté de New York, ça donne pas un peu de l'eau au moulin pour dire non, c'est cette voie-là qu'il faut aller vers cette gauche très assumée, socialiste plus, là, parce que ça nous a permis d'avoir une victoire. Puis ça nous permet d'exister face, par exemple, à un Donald Trump, une rhétorique qui est très assumée. C'est pas ça aussi, peut-être, la voie d'avenir pour le Parti démocrate? Bien, c'est intéressant ce que tu soulèves parce qu'il y a plusieurs explications plausible à l'élection d'un Zoran Mamdani. Certains disent que c'est justement parce qu'il était dans une gauche très assumée, à la limite socialiste, avec des programmes, tout ça. Et il y en a d'autres, et je pense que c'est sa propre explication à lui-même, parce que si on suivait le personnage avant qu'il y ait les élections, lui, qu'est-ce qu'il a fait, Zoran Mamdani? Il est allé dans les circonscriptions de New York, dans les comtés de New York, où il savait que les gens avaient voté républicain, donc à l'élection générale, et il est allé les voir, puis il leur a demandé pourquoi vous avez voté pour Trump, pourquoi vous avez voté républicain. Et les gens disaient, coût de la vie, inflation, tout ça. Et si vous remarquez les idées qu'il a mis de l'avant, moi, je pense que ça touche l'électorat davantage parce que ça concerne le coût de la vie. En gros, l'épicerie va coûter moins cher, on va avoir des transports publics gratuits. Et l'électorat américain vote beaucoup sur ces questions-là, beaucoup plus que sur des questions de politique identitaire, les transgenres dans les sports ou ce genre de trucs-là. Ça rejoint une partie de l'électorat, mais c'est quand même minoritaire. Fait que je pense que peut-être il y a une voie pour eux sur ce côté-là, mais ça implique aussi de sortir de certains sujets. Là, on peut pas parler de la Palestine à tous les jours, des toilettes non genrées, ce genre de trucs. Tu sais, tu peux pas rejoindre une majorité de gens avec ça. Ah, les toilettes non genrées, je m'ennuie de ce débat-là. Merci François. Bye bye. Salut.